Bonjour Marie-Ève, je te souhaite la bienvenue au Coffre Outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de gens qui prennent leur place et sèment l'espoir. Merci beaucoup, Lynn, de l'invitation. Ça fait plaisir, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Je termine présentement la formation Cap Dossier, SST, formation SST pour les professionnels RH. Ce que j'ai entendu, ça a été vraiment de la pure musique à mes oreilles. Euh, Parce que pour toi, l'humain est hyper important. Donc, Ouais, demain, il n'y a pas de business. exact. Est-ce que tu voudrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas un petit peu plus? Dans le fond, je m'appelle Marie-Ève Champagne. Je suis spécialiste santé, sécurité, mieux-être en milieu de travail. C'est un titre qu'on voit arriver de plus en plus souvent, surtout avec la modernisation du régime SST. J'ai fondé Nucléi Conseil en 2018 et ça fait, pour faire le lien complètement avec Cap d'Acier, ça fait 15 ans que je fais ce beau métier-là. Ça fait 15 ans que je veux expliquer plein de choses aux professionnels RH que je croise dans mon milieu. J'en ai été une aussi dans les années passées, une professionnelle RH. Fait que Cap d'Acier, c'était vraiment le moment qu'on s'est créé pour se sortir du coin de la machine dans le shop puis aller jaser dans une place où on se donnait le droit de discuter entre professionnels RH, d'enjeux SST, puis de solutions SST aussi avec ce que la théorie dit aussi, avec les bonnes pratiques, la réglementation, mais aussi avec cette expérience-là que j'ai acquis au cours des 15 dernières années. Pardon. Il y a 3 points là, que j'ai retenus qui m'ont particulièrement touchée dans la formation. J'aimerais qu'on revienne sur la valeur SST versus une priorité. Ensuite, en deuxième point, qu'est-ce que c'est la prise en charge SST que tu tiens beaucoup à cœur et en quoi la santé psychologique, ça s'applique maintenant dans les entreprises. Donc, Mhm. est-ce que Alors, ça te va? oh Pardon? oui, c'est un bel ordre du jour. Allons-y avec ça. Donc, euh, pourquoi faire la différence entre une priorité et une valeur, les valeurs SST? Bien, comme je l'explique dans le Cap d'acier, puis ça, on rencontre des gens inspirants au cours de notre parcours, puis ça, c'était le point aussi qu'une personne inspirante m'avait fait réaliser aussi à un moment donné. Et c'est vrai sur plusieurs aspects des RH, mais c'est vrai particulièrement SST. C'est que quand la SST ou l'humain, en fait, si on l'extrapole, puis on va faire le lien tout de suite avec culture SST, quand l'humain fait partie de nos valeurs comme organisation, comme gestionnaire, une valeur, ça ne se tasse pas. C'est ce que tu es, c'est ce que tu crois, puis c'est tricoté serré dans ton être à toi. Après ça, souvent, on dit la SST, c'est notre priorité. Une priorité, ça change. Mardi, ça peut être ça notre priorité. Mercredi, ça en est une autre. Puis là, la santé-sécurité est devenue un peu la saveur du mois. Puis le problème avec ça, c'est si on veut que ça marche en SST, il ne faut pas que ça soit la saveur du mois. Parce qu'on n'aura pas, on n'instaure pas la culture SST, on n'instaure pas de prise en charge, on n'envoie pas les bons messages non plus, on n'obtient pas de comportement sécuritaire. Puis le downside de ça, c'est sûr qu'il va y avoir des coûts aussi pour l'organisation. Puis il y a des coûts humains aussi à ça, qui sont pour l'organisation, mais c'est des humains aussi qui en paient le prix à la fin de la journée. Au-delà de la cotisation SST, au-delà de la performance SST, au-delà des traitements médicaux, c'est un humain qui a plus son intégrité physique ou son intégrité psychique, si vous avez ouvert votre loi en santé et sécurité récemment. Donc, pour la valeur SST, toi, c'est des actions qu'on pose au quotidien, puis quand c'est une priorité, c'est aléatoire à ce moment-là. Même si, tu vois, je vais reprendre tes mots, là, je vais même le séparer. Quand c'est ta valeur, ton humain, c'est une préoccupation. Puis quand c'est une priorité, c'est effectivement, ça va guider tes actions cette journée-là. Mais il faut que ça reste dans ton intention si tu veux que ça dure dans le long terme. Pour que ça fasse partie de ta stratégie. Puis comme on en parle dans le Cap d'acier, tu sais, Lise, voyons, Lynn, excuse-moi, ma langue a fauché. Tu sais, Lynn, il faut que tu élèves ton hélicoptère si tu veux Ouais. voir le avant, si tu veux voir le après, si tu veux voir ce qui vient, puis si tu veux voir le autour, le long terme, à court terme, puis à moyen terme. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est la prise en charge SST. Ouais, on fait une glissade vers ça. Ben, c'est, dans le fond, c'est quoi la différence entre la prise en charge SST puis avoir une culture SST?
Si vous regardez les documents de la CNESST, allez vous promener sur le site web, puis ils se sont refait une beauté aussi dans les dernières années. Fait que la CNESST, les inspecteurs, ils vous demanderont jamais, ils ne vous parleront pas de la culture SST. Ils ne vous demanderont pas non plus d'avoir une culture SST. Ils vont vous demander d'avoir une prise en charge SST. La prise en charge de SST consiste en un cycle de 3 actions qui est identifier, corriger, contrôler. D'expérience, on met démesurément beaucoup de temps, d'argent et d'énergie sur corriger. On en met très peu sur identifier, c'est-à-dire voir venir les problèmes, tirer la bonne sonnette d'alarme au bon moment, puis établir la discussion qui nous permet de tirer cette sonnette d'alarme-là. Puis on n'en met pas non plus sur la portion contrôlée. Ça, à ce moment-là, les inspecteurs vont vous parler de permanence des correctifs. Fait que ça, c'est une façon de mettre fin aussi aux urgences SST puis de se laisser traîner toujours d'urgence en urgence ou de rentrer dans le servicieux de la SST puis d'avoir toujours l'impression que ça soit le jour de la marmotte ou jouer justement au jeu de la marmotte. Tu sais, Lise, on en parle un peu, là. Tu te souviens le marteau, là, quand on a une marmotte, on tape. Hop, une autre marmotte, on tape. Des fois, on a l'impression qu'on joue à ça en SST. Mais avec une prise en charge, on est capable de sortir de ça. Le lien avec la culture SST, culture SST, on en parle énormément. C'est au cœur des discussions, on pense à SST, on pense tout de suite à culture SST. Tout le monde va nous dire, tu as besoin d'une culture SST. Ce que le professeur Pérusse nous dit, c'est que ta culture SST, elle n'est pas indissociable de ta culture organisationnelle. Tu ne peux pas te préoccuper de l'humain juste en SST, puis pas t'en préoccuper non plus dans tout. Tu ne peux pas t'en préoccuper de l'humain juste en SST, mais pas t'en préoccuper dans tout le restant. Ça va être un tout cohérent. Ta SST fait partie de ta culture organisationnelle. Ta culture va partir du rôle que les personnes pensent qu'ils ont, puis elle va partir beaucoup, beaucoup de la conception des employés que la haute direction a. Tu ne peux pas les séparer. Puis, tu sais, changer une culture. Vincent Mazeroux parlait l'autre jour que ça pouvait être jusqu'à 8 ans. Des fois, il y a certaines études qui parlent de 4, 5 ans. C'est long. La littérature scientifique nous dit que passer un certain degré de prise en charge puis de supervision, pour atteindre les derniers degrés de performance SST, on a besoin de cette culture-là. On en a besoin. Mais attendre 8 ans avant d'avoir des résultats SST, c'est longtemps. Puis souvent, quand on a des êtres humains qui souffrent sur le plancher, on n'a pas le temps d'attendre. C'est pour ça que la prise en charge reprend beaucoup d'éléments de la culture SST, mais de viser une prise en charge à court ou à moyen terme. On va aller faire des gains aussi en santé et sécurité. On va mettre la SST sur un jour qui est beaucoup plus positif, parce qu'on n'a pas toujours une vision positive de la SST non plus. Ça nous aide à bâtir sur du solide pour monter l'échelle tranquillement vers une culture. Puis une culture SST, il y a des entreprises qui réussissent à s'en sortir sans avoir une culture SST. Mais sans prise en charge, même si c'est une bonne culture, tu roules dans le beurre. As-tu des exemples de prise en charge de SST? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire des actions? Oui. Bien, quand tu te rappelles des 3 actions, identifier, corriger, contrôler, c'est de faire le cercle aussi, puis c'est de manifester cette préoccupation-là. Arrive, mettons, un accident santé-sécurité. Ouais. Au cœur d'une culture SST, tu as 2 préoccupations de base. Dans le fond, tu as 2 notions de base. C'est que les accidents ne sont pas toujours évitables, mais ils sont toujours inacceptables. Puis ta deuxième conviction, c'est que quand on se préoccupe de SST, l'entreprise en bénéficie directement, puis indirectement, puis les humains aussi. Donc, arrive un accident. C'est un fait de la vie. C'était pas évitable. C'est arrivé. Puis, by the way, le gars, je pense que c'est un abuseur, fait qu'on va contester. Fait qu'on va faire l'enquête pour le contrecarrer, puis on va mener un processus de gestion médico-légal qui va nous mener vers ça. Des fois, ça arrive, on en a besoin. Néanmoins, c'est très différent de prendre le même événement puis de dire OK, ça, non, je ne veux plus jamais que ça arrive. On n'a pas à subir ça sur notre milieu de travail. À la fin de la journée, nos employés devraient tous pouvoir retourner vers leur famille entière.
dans leur corps, puis dans leur psyché aussi, dans leur santé psychique. Donc, on va faire une enquête parce que ce qu'on veut, c'est comprendre comment ça se fait que ça s'est passé. On avait des angles morts qu'on n'a pas vus. On va les corriger. Puis après ça, on va le rentrer dans notre processus. Aussi, on va s'assurer qu'un coup qu'on les a corrigés, ça demeure corrigé. Fait qu'on va les planter dans notre audit annuel. On va les planter dans notre inspection. On va les planter dans nos programmes d'entretien. On va le mettre aussi dans notre politique d'achat d'équipement pour être sûr que ce risque-là, cette situation-là, ne se reproduise plus. Fait que là, dans un cas, on a contrecarré, mais on a dépensé beaucoup de sous. Dans l'autre, on va peut-être en dépenser aussi, mais là, au moins, on va s'assurer que ça ne réarrivera plus. Donc, la prise en charge SST, c'est une façon d'éviter les biais puis d'avoir un processus, des actions en cohérence. Oui, puis des actions qui nous permettent aussi que les choses demeurent en place. Ça fait 15 ans que je fais de la SST, de la sécurité machine, j'en faisais, c'est-à-dire c'est un thème dont on discutait quand je suis sortie de l'université. Dans les 15 dernières années, pas mal toutes les entreprises au Québec ont eu un certain degré de maîtrise sur leur sécurité machine. À peu près toutes, je vais dire 98% des entreprises ont reculé sur leur sécurité machine à un moment donné ou à un autre. Mais le drame, puis je vais citer quelqu'un de mon entourage, c'est pas le petit 2% qui nous reste à faire, c'est pas le petit bout de chemin qui nous reste à faire, c'est tout le bout de chemin sur lequel on a reculé. Avec la prise en charge, on est capable de voir arriver ces choses-là, faire comme, oh, on a peut-être une correction à faire avant que la machine se déglingue. Puis c'est un refus d'accepter que la machine se déglingue. La machine étant un système de gestion SST. Puis la prise en charge SST m'amène aussi à dire, avant, on entendait peu parler de santé psychologique dans les milieux de travail. On disait plus de laisser nos problèmes à la maison. Puis maintenant, les lois font qu'on a besoin c'est inclus maintenant dans la loi. Comment on peut faire une prise en charge SST au niveau de la santé psychologique? On commence par pulvériser une fausse croyance qui est que la santé mentale, la santé psychologique ou la santé psychique, peu importe comment on l'appelle, c'est que ce n'est pas strictement une composante, c'est pas strictement une situation individuelle. Oui, l'individu arrive avec son vécu, il arrive aussi avec sa biologie, il arrive avec un paquet de composantes aussi. Nier le rôle du travail, c'est nier l'humain dans toute son entièreté aussi, là. Puis l'être humain, il en vit au travail, et il vit du stress au travail, puis il vit du stress hors travail aussi. Puis Jean-Pierre Brun disait, l'entreprise ne fait pas toujours partie du problème, mais elle fait toujours partie de la solution. Fait que c'est d'accepter que l'entreprise, a un rôle à jouer. Puis après ça, c'est d'aller dans une position inconfortable, de dire, comme entreprise, avec nos pratiques de gestion, avec l'organisation de notre travail, avec nos conditions de travail, puis avec les relations interpersonnelles, et là, tu as reconnu que je suis en train de te donner la définition des risques psychosociaux, qui font partie de la modernisation, c'est d'accepter que tout ça va créer du stress pour nos êtres humains au travail. Ce stress-là, quand il est en trop grande quantité ou quand il ne se résorbe pas, c'est une entrave à la performance de l'individu, c'est une entrave à sa santé, puis c'est une entrave aussi à la performance et à la santé de l'organisation. Puis ça, si tu es familière avec les travaux de Sonia Lupien, tu la connais bien, cette dame-là, elle le dit, vous voulez améliorer la performance de vos employés, vous diminuez le stress. Donc, comme organisation, on va aller avec nos niveaux de prévention, on va aller regarder à la base. C'est quoi les sources de stress dans le travail de nos employés? Parce que c'est ça l'esprit de la loi en santé et sécurité au travail. Il faut qu'on aille éliminer à la source les risques et les dangers qu'on trouve dans le travail. Donc, comme organisation, on va faire ce bout de chemin-là. Après ça, en secondaire, là, on va aller voir comment on peut mieux outiller nos travailleurs. Qu'est-ce qu'on peut leur donner aussi comme ressources pour mieux se prendre en main dans le quotidien quand ça arrive, si on ne peut pas. Mais il faut qu'on fasse ce travail-là aussi. Parce que les êtres humains, les employés, quand on ne le fait pas, ils ne sont pas dupes, ils le voient bien. Ils voient bien qu'on leur demande à eux de faire des choses, mais que nous, comme organisation, on ne remplit pas notre contrat moral de faire les actions qui nous reviennent. Après ça, en dernier recours, dans notre prévention tertiaire, là, on va se parler de retour au travail, on va se parler de monitoring de la santé des gens, on va regarder nos statistiques, mais
on met beaucoup d'attention aussi sur le niveau tertiaire sans se demander comme organisation, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à la fin de la journée pour être sûr que tout le monde retourne avec son intégrité physique, son intégrité psychique, parce qu'on sait qu'un esprit sain dans un corps sain, ça va ensemble. L'adage populaire le disait bien, mais c'est encore très, très vrai. Un être humain qui ne va pas bien au plan psychologique, ça a des répercussions sur sa santé physique. Ça, c'est démontré par la science. Est-ce que tu as des exemples concrets de prise en charge assistée au niveau de la santé psychique ou psychologique? J'ai des entreprises avec qui je fais affaire, eux qui sont, on a fait des audits des risques psychosociaux. Je ne veux pas les nommer parce que je n'ai pas leur autorisation, là. Des audits des risques psychosociaux. Tu allais voir c'était quoi les sources de stress dans le travail de leurs employés. On est allé voir aussi comment ça allait au niveau des employés. Puis des fois, quand tu as quelqu'un de l'externe qui arrive, qui te promet la confidentialité, puis ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce processus-là, bien là, on est capable d'aller mettre des mots sur les bobos, les faire remonter aux gestionnaires. On accompagne les gestionnaires aussi à prendre en charge les risques psychosociaux. Manque de faible reconnaissance, on va les nommer, faible reconnaissance, présence de harcèlement psychologique, faible latitude décisionnelle, surcharge de travail. Puis quand tout le côté relations interpersonnelles arrive en ligne de compte, bien, faible soutien social du gestionnaire puis des collègues. Mais de mettre des mots sur les choses, sur les éléments, c'est pas confortable non plus. Puis c'est qu'après ça, c'est qu'un coup qu'on les a nommés, il faut qu'on bouge. Puis tu me parlais aussi un petit peu plus tôt, avant qu'on entre en enregistrement, tu me parlais d'une formation d'accompagnement pour les gestionnaires au niveau de la santé psychologique. Est-ce que tu veux élaborer un petit peu? C'est, comme je te disais, poser une question, c'est susciter une attente. Fait que de faire un processus comme les audits des risques psychosociaux, des fois, c'est un gros processus, mais c'est un peu comme la culture et la prise en charge. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir une culture pour bouger. D'aller apprendre aux gestionnaires, d'aller outiller à agir sur le stress de leurs employés, d'y aller à la source, parler de stress, parce que là, il y a la stigmatisation qui va nous barrer la route là-dedans aussi. Tu sais, comme moi, la santé psychologique, c'est encore un grand tabou. C'est encore beaucoup une histoire de force et de faiblesse. Faut reconnaître les barrières qu'on va rencontrer. Il faut aller meubler cette conversation-là. Puis il faut savoir quoi faire de cette conversation-là. Qu'est-ce qu'on fait avec un employé qui ne va pas bien? Puis on a parlé de la modernisation du régime. Là, il y a d'autres types de situations qui vont nous arriver, qui est la violence conjugale aussi, qui va arriver sur le milieu de travail. Puis maintenant, le télétravail, c'est considéré comme un lieu de travail. Tout ça fait en sorte qu'avec la modernisation du régime, on a un autre genre de discussion à avoir sur notre perception de la santé et sécurité au travail. Qu'est-ce que c'est? Puis nous, comme organisation, comment on se positionne là-dedans? Puis qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche pour vrai? Là? Pas juste de prendre j'ai fait une politique, une procédure, tiens, mon obligation légale est rencontrée. Ouais, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne, ni que ça descend, ni que c'est efficace, ni que c'est porteur, ni que c'est acheté par ton monde, ni qu'on walk the talk non plus sur le plancher. C'est assez différent faire une procédure versus le voir appliqué en entreprise, puis que les gens y croient, puis le sentent. Souvent, puis ça, c'est un problème qu'on a en santé et sécurité aussi, c'est qu'une procédure n'est pas une action. Une procédure soutient une action qui est issue d'une réflexion, puis qui fait partie d'un processus en lui-même. Ça, c'est pas toujours évident non plus. Non. Marie-Ève, je te remercie pour ta participation au Café RH pour mieux connecter. Ça fait un plaisir de t'avoir. Je recommande ta formation Cap d'Acier pour les professionnels RH, formation SST pour les gens qui ont 0 à 5 ans d'expérience. Hein? Oui, c'est ça, notre 0,5 ans, il porte à confusion. Oui, c'est ça. Puis j'invite les gens là, à te découvrir puis à te suivre là, sur LinkedIn pour ne serait-ce que pour avoir une source d'inspiration puis avoir une professionnelle RH SST avec le cœur à la bonne place. T'es fine. Merci beaucoup de tes bons mots ce matin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être avec toi, Martin, aussi. Donc, à très bientôt.